Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Canary Play, saison 2015-2016. On va revenir pour cette première, bien évidemment, sur ce qui a été le plus marquant, le plus chaud, le plus frais, à savoir le mercato, les arrivées, les départs, mais également sur le match de Bordeaux et cette défaite, cette première défaite de la saison des Canaries. C'était à dimanche, en fin d'après-midi, du côté de Bordeaux 2-0. Et puis on va revenir sur ce qui a fait le début de cette saison avec les 3 premiers matchs. On les reverra avec nos 3 invités du jour. Mais avant, le premier tweet signé Alex Rose. Si Kita ne sort pas le chéquier d'ici la fin du mercato, pour recruter qualitativement, Nantes jouera le maintien, se bouger. Eh bien, on va en parler avec nos 3 invités du jour, en commençant par Fred App, monsieur AFP, qui lui a eu bien du boulot avec ses 6 clubs dans sa zone. J'ai souffert. À couvrir, couché très tard cette nuit. Oui. On va pas en parler, mais oui. On va pas en parler, mais oui. Avec également Alex, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, supporters du FC Nantes devant l'éternel, et qui effectue sa première. Bonjour Alex. Bonjour Anthony. Et puis, mais également Valentin Rongier, le milieu de terrain du FC Nantes, qui lui est resté au sein du club nantais cette saison et qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Valentin. Bonjour Anthony. Même s'il y a eu quelques petits soucis pour venir, mais on n'en parlera pas. Tout va bien, tout est réglé, donc merci d'être là. On commence donc avec ce qui a fait cette actualité brûlante, le mercato, les arrivées, les départs, en commençant par faire un petit résumé de ce qui a pu se passer du côté des arrivées, des recrues du côté du FC Nantes à cette occasion du mercato d'été. Regardez, ensemble, on va pouvoir le voir avec Wilfried Moimbé, Adrien Thomasson, Adrian Sitterson et Salah. Ça, c'était courant juillet-août. Et puis Lenjani qui est arrivé donc en prêt du Stade Rennais, mais également Sabali et Sana qui ont donc rejoint les 2 derniers hier le FC Nantes. Un petit mot d'abord, un petit tour de table. Fred, ce recrutement, ce mercato nantais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de nouvelles têtes. Oui, puis on était impatient de voir ce que ça allait donner après l'interdiction de recrutement. Donc, je pense, moi, personnellement, que c'était plutôt pas mal. Je sais que les supporters nantais auraient rêvé de noms peut-être plus ronflants que ça. Mais je pense que c'est solide et c'est cohérent, en tout cas. Il n'y a pas de nom ronflant, Alex, là-dedans ? Il y a quand même Sigthorsson qui vient de l'Ajax. Même Sana qui vient de la Lazio. Ça reste quand même pas mal pour un club de l'envergure de Nantes. Après, on demande à voir pour le jeu. Bon, plutôt satisfait ou plutôt mécontent ? Oui, plutôt satisfait. Il y a quand même de bons potentiels. Après, ça va être sur la saison qu'on va juger. Sur le terrain. Qu'est-ce qui se dit justement du côté des supporters ? Est-ce qu'on est plutôt positif ou négatif par rapport à ce qui a pu se passer là, durant juillet-août ? Toi qui les côtoies c'est vrai qu'il y avait un bon engouement autour de ce mercato. Également quelques frayeurs du haut passé du club, passé récent. On n'a pas le choix. Je pense qu'il fallait passer un cap au niveau de l'équipe et on ne pouvait pas rester indéfiniment avec le même groupe. Bon, un petit tweet justement signé Pierre Cazel qui lui dit carrément, il y a des mécontents, la cellule de recrutement du FC Nantes mérite l'emprisonnement. Bien sûr, puisqu'il visiblement, lui aurait préféré que les Canaries recrutent Boga notamment, mais également Moustapha Yatabare qui a signé, on le sait, du côté de Montpellier. Valentin, tu n'étais pas spécialement concerné par ce mercato, ou alors ça aurait été une grosse surprise, puisque tu étais sous contrat jusqu'en 2018, que tu veux gagner ta place au sein du FC Nantes. Comment on le vit, un mercato comme ça ? On regarde, ça intéresse ? Forcément, ça intéresse, étant donné qu'on est tous les jours, on vit tous les jours au sein de ce groupe. On regarde, on sait qu'il y a des mecs avec qui on s'entraîne qui peuvent partir du jour au lendemain, et d'autres qui peuvent arriver. Donc, pour ma part, j'avais la chance d'être sûr de rester. J'ai prolongé mon contrat au début de la saison, donc il n'était pas question pour moi de partir. Mais on regarde avec de l'intérêt, on essaye de suivre un petit peu, car on se sent concerné. Ouais. On se sent concerné, bien évidemment. Comme tu dis, il y a des potes qui s'en vont, d'autres qui arrivent, peut-être des garçons qui arrivent. Le dernier en date, même si Lorik Sana, lui, va arriver, mais que la semaine prochaine, mercredi prochain, du côté de la Genelière. On a retrouvé Youssouf Sabali, qui lui disputera son premier entraînement demain avec toi, justement, et avec tous les autres joueurs du FC Nantes qui ne sont pas en sélection. On va l'écouter, Youssouf Sabali, ses premiers mots sur son arrivée au FC Nantes. Écoutez, je me sens bien, je me suis bien entretenu au PSG, même si j'ai joué aucun match. Mais derrière tout ça, j'ai bossé physiquement. Et franchement, ça va, je me sens bien. Donc là, il y a une période de trêve qui va permettre de bien m'intégrer avec le groupe et de bosser physiquement si j'ai encore quelques lacunes. Donc, on va voir tout ça. Prêt pour le premier derby. Comment ? Prêt pour le premier derby. Ouais, je suis prêt. Prêt pour le premier derby, ce sera face au Stade Rennais dimanche 13 septembre.
C'est ça, à 17h du côté du stade de la Beaujoire. Youssouf Sabaly, donc, qui a été recruté en tant que latéral droit, mais qui jouera peut-être latéral gauche pour son premier match face à Rennes, si Wilfried Mouimbé est toujours forfait. Youssouf Sabaly, donc, on le disait, ça fait partie des jeunes recrues, Fred, du FC Nantes. Il y a des tauliers d'un côté, Lorik Sana, Sigthorsson qui a un peu plus d'expérience, et puis des jeunes. Oui, de toute façon, Nantes a besoin des deux. Il y a quand même des leaders de vestiaire qui sont partis pendant le mercato, et non des moindres. Donc il fallait un petit peu d'expérience et de personnes capables de recadrer et d'encadrer les jeunes. Youssouf Sabaly, c'est vrai que c'est un peu une opportunité, un joueur qui, a priori, ne serait pas destiné à Nantes, mais qui a besoin de s'aguerrir. Et donc c'est un rapport gagnant-gagnant entre Nantes et le PSG. Et qui a joué donc 2 saisons du côté d'Evian Tonon-Gaillard en tant que titulaire. Il a 60 matchs de Ligue 1 dans les jambes. On vient de parler des 8 recrues du FC Nantes à l'intersaison. Eh bien, il y a eu encore plus de départs. On va le voir ensemble avec cette palette sur les noms des joueurs qui sont partis. Vous le voyez, Djilo Bodji, ça a été la dernière grosse surprise du côté de Chelsea pour 4 millions d'euros. Vincent Bessa et Aladur, c'était du côté de Caen en tout début de mercato. Sissoko Igakpe du côté du Génois. Vigno Hansen également ont quitté le FC Nantes avec un beau départ pour Olivier Vigno du côté de la Beaujoire lors du match face à Reims. Et puis regardez, Verretou, Aston Villa, Nkoudou, Marseille, Aristeguieta en prêt toujours à Philadelphie. Bangoura, ça devrait signer aujourd'hui avec Créteil. Il sera en tant que qualité de joker et non pas de simple transfert à l'occasion du mercato. C'est un prêt avec option d'achat. Oudriri du côté de Sedan et Zelazny à Rodez. Avec tous ces départs, justement, comment vous voyez cette mayonnaise qui va prendre, Alex ? Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, surtout avec la trêve internationale qui arrive. Je ne vois pas l'équipe tourner vraiment bien avant fin septembre, début octobre. Ouais, c'est ça c'est compliqué, Valentin, d'avoir tous ces nouveaux visages. Est-ce que toi, tu le ressens au cœur du jeu pour l'instant, même si, au niveau comptable, et on en reparlera avec ce début de saison, c'était plutôt pas mal? Ouais, on le ressent. Il faut prendre des automatismes et ça se travaille tous les jours à l'entraînement. Alors, quand on bosse depuis le début de la saison avec certains joueurs et qui partent et qu'il faut refaire la même chose avec les nouveaux, ça prend du temps. C'est pas une excuse, mais c'est sûr qu'il faut s'entraîner ensemble, il faut jouer, il faut prendre des repères pour que, comme tu dis, la mayonnaise prenne et qu'on puisse avoir de la qualité dans le jeu. Donc laisser un petit peu de temps aussi à cette équipe d'avoir des automatismes. On finit avec ce mercato. On a vu les départs, on a vu les arrivées. Regardez la balance des transferts cette saison du côté du FC Nantes. Alors c'est vrai qu'au niveau des achats de joueurs, on est à peu près à 6 millions d'euros. Je rassure, la direction du FC Nantes, on n'a pas pris en compte la masse salariale, simplement les transferts. Voilà, 6 millions d'euros entre Sigthorsson, Salah, Thomasson et les autres. Et puis regardez, au niveau des ventes, 18 millions d'euros. 12 millions d'euros la balance des transferts, ça fait sourire Fred. C'est pas mal quand même. Tu vas poser des problèmes à la direction avec ses supporters qui vont dire où est passé l'argent. Mais pourquoi on n'a pas utilisé tout cet argent en tout cas? Alors où est passé l'argent? La réponse tout de suite avec Franck Kita. Ouais, la balance est plutôt positive, ce qui veut dire qu'on n'a pas trop mal travaillé. Ça compense la balance ultra négative de ces dernières années. Voilà. La réponse, tu l'as. On reparle de toutes ces sommes investies par la direction. Est-ce que, justement, de ce côté-là, les supporters se sentent un peu floués? C'est vrai que ça grince un petit peu des dents, notamment par rapport au prix des abonnements, qui ont été soit maintenus, mais au tarif fort pour les tribunes populaires que sont la Loire et l'Erdre, et qui ont été augmentés largement, notamment en Océane, et sans parler du Carré-Or qui est explosif. Mais c'est vrai que ça peut faire grincer ce beau bilan comptable pour le club. Alors on le sait, Franck Kita, Valdemar Kita sont aussi des entrepreneurs qui ont investi à hauteur, on va dire, entre 80 et 90 millions d'euros. Quand on est, je ne vais pas poser la question à Valentin parce que lui, il est employé, salarié du club. Mais à Fred, quand on est un entrepreneur comme ça, est-ce qu'on se dit, voilà, ça fait pas mal de temps qu'on a perdu de l'argent, est-ce qu'on justement, il y a un retour sur investissement à ce niveau-là? Oui, non, mais ça fait partie de la bonne gestion. Je veux dire, le club ne peut pas systématiquement dépenser le moindre euro qui rentre. Ça peut se comprendre tout à fait. Le problème, après, c'est plus le décalage entre le discours extrêmement ambitieux quand même de la direction. On veut s'installer dans la première partie du classement. Plus un problème de com', alors?
Oui, bah, y a un moment, il faut pas non plus promettre la lune si on n'est pas prêt à payer pour l'avoir, quoi. C'est tout. Mais bon, après, je pense qu'ils ont été raisonnables et ils ont fait du bon travail. Moi, je pense que par exemple la vente de Gillo Bodji à 3,5 millions à Chelsea, quand il aurait pu partir au Celta Vigo pour 1,8, c'est clairement, ça montre que la direction fait bien son travail, oui. Et pourtant, Alex Orvenot sur Twitter nous dit le FC Nantes, c'est le seul club qui vend un joueur en Angleterre pour seulement 3,5 millions d'euros. Gillo Bodji, ça a été 3,5 millions, mais Verretou, ça a été 10. Et puis Gillo Bodji, il lui restait 4 mois de contrat. Donc Valentin, quand il reste, c'est pas à toi que je vais dire ça, mais quand il reste 4 mois de contrat à un joueur, le vendre 4 millions d'euros, c'est pas si mal que ça quand même. Ah non, c'est pas si mal que ça. C'est surtout, on s'y attendait pas du tout. Et quand on a vu les noms de clubs que Papy pouvait rejoindre durant ce mercato, c'est clair que la direction a bien fait son boulot. Et pour lui, on parlait de Celta Vigo, on parlait de Trabzonspor, il atterrit à Chelsea. Pour le joueur, Alex, c'est quand même une sacrée opportunité aussi. Hein. C'est vraiment une belle fin pour lui, je pense. Surtout quand on voit que ça va faire un bon mois qu'il ne joue plus, ne s'entraîne quasiment plus avec l'équipe pro. Donc c'est vrai que c'est plutôt une fin heureuse pour lui, ce départ à Chelsea. Et beaucoup de messages de soutien et d'encouragement à Papy Gillo Bodji pour son transfert de 4 ans, visiblement, du côté de Chelsea. On lui souhaite évidemment plein de bonnes choses parce qu'il est resté du côté des Canaries pendant 6 ou 7 ans. Et c'est vrai qu'il a pris une autre dimension. Tant mieux pour lui. Messieurs, le mercato, c'est fini. C'est tant mieux parce que c'est vrai que quelquefois, on en a un petit peu ras-le-bol. Et on va repasser au dernier match des Nantais. Alors, ça ne va peut-être pas en faire sourire certains parce que c'est vrai que c'était une défaite du côté de Bordeaux dans ce nouveau stade. D'ailleurs, il est beau le nouveau stade ? Il est très beau. Ouais, c'est bien un très fait. joli stade, ouais, et même à l'intérieur, on est bien protégé quand on arrive dans l'enceinte. Les vestiaires sont super beaux. Après, j'ai vu qu'il y avait un petit souci, une barrière qui s'était écroulée. Ouais. Mais franchement, la pelouse est très bien, l'enceinte est vraiment très bonne. Bon, allez, on regarde ce qui s'est passé du côté de Bordeaux avec cette défaite, donc 2-0. On va tout de suite voir les images de ce match avec ce premier but et surtout ce premier penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre pour cet accrochage. Et la Panenka manquée, arrêtée par Rémi Rioux, Panenka de Kazri. Kazri qu'on va retrouver en toute fin de première période. Et le voilà, l'ouverture du score de l'international tunisien. Ça va aller de mal en pis pour le FC Nantes avec ce carton rouge de Lenjani qui aura tout connu en 2 journées au FC Nantes. La joie face à Reims et le dépit face à Bordeaux. Et puis le deuxième et dernier but des Girondins de Bordeaux, c'était en toute fin de rencontre, signé du jeune Gajic, l'arrière droit des Bordelais. Est-ce qu'on est passé, Valentin, à côté du match à Bordeaux ? C'est une question ou une affirmation ? Une question. Non, parce que oui, on est, comme vous avez pu le voir, on est passé clairement à côté du match, surtout notre première rencontre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faisait très chaud, mais pour les deux équipes, donc c'est pas une excuse. Après, on pensait qu'ils allaient être plus fatigués que ça avec le trajet qu'ils avaient eu. Ils avaient eu un match de Coupe d'Europe. Ils ont fait, mais malgré ça, on a beaucoup subi en première mi-temps. On était un petit peu acculés, on n'arrivait pas à sortir. Et je pense qu'on a manqué d'agressivité sur le porteur du ballon. Et voilà, ça a fait que de s'empirer durant la période. On faisait que de reculer. Et face à une équipe de Bordeaux avec des joueurs de qualité technique et qualité physique, c'était dur de relever la tête. Alors Karzadarian qui nous dit sur Twitter, on pouvait prendre les rênes de la Ligue 1, mais on prendra les rouges et noirs dans 15 jours, en allusion évidemment avec ce derby face à Rennes. Déçu, j'imagine, Alex, et les supporters nantais. Déçu peut-être, alors perdre 2-0 à Bordeaux, on sait que c'est le derby qui, avec Rennes, est le plus chaud du côté des supporters, et perdre peut-être de cette manière-là aussi. Effectivement, là pour ma part, et je pense que pour beaucoup d'autres supporters, je n'ai pas reconnu l'équipe. J'ai vraiment trouvé l'équipe pas démotivée, mais sans vraiment d'agressivité, fatiguée. On aurait dit que c'était cette équipe-là qui avait joué le match de Ligue Europa le jeudi précédent. Et donc c'est vrai qu'au-delà du résultat à Bordeaux, j'espère que l'équipe affichera un autre visage contre Rennes, parce que les derbys, il faut les gagner. Et on doit également prendre des points. Voilà. Bon, Fred, ce match à Bordeaux, on va pas trop en parler que supporter bordelais, mais bon... Bon, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais. Il y a Valentin qui te regarde avec des yeux. Ouais. Non, c'est effectivement surprenant ce passage à vide nantais qui est plutôt inattendu. On a l'impression que l'équipe montait plutôt en puissance. Après Reims, on parlait déjà que c'était le meilleur
démarrage de Nantes depuis des années. Donc tout le monde 7 était points sur très 9. positif. Là, après la défaite, ou pendant le match, je voyais des tweets de gens qui commençaient à dire peut-être qu'il faut changer d'entraîneur. Enfin bref. Mais ça s'enflamme toujours d'un côté ou de l'autre. Oui, hein. voilà, mais bon, je pense que les accidents, ça arrive. Effectivement, c'est fâcheux que ça arrive contre Bordeaux pour Nantes. Ça, je le conçois bien volontiers. Mais bon, faut leur donner du temps. C'est une équipe qui a besoin de se trouver. Et bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. 7 points en 4 matchs, c'est pas un bilan honteux non plus. Donc, Non, et Thomas Bossard qui nous dit sur Twitter, avant de demander à remplacer MDZ, on pourrait aussi attendre que les joueurs ça jouer ensemble. Non, alors il y a un grand partage sur les réseaux sociaux. Certains supporters qui sont assez négatifs en disant on va avoir des soucis dans le jeu, d'autres qui disent attendons un petit peu d'avoir des automatismes. Alors Ibanero, lui, nous dit à Bordeaux, sans ses supporters, le FC Nantes n'était vraiment rien. Et on le verra tout à l'heure, on en reparlera de ces déplacements de supporters. Il y a également Retrot qui nous dit 12e défaite à l'extérieur d'affilée pour le FC Nantes. Alors là, je viens de l'avoir, donc je peux pas trop vérifier si l'info est bonne. 12e match sans victoire. Sans victoire ou Ouais, 12e ça. défaite Non. consécutive 12e match Ah non, sans parce qu'on victoire. a été à Angers, on a fait match nul. Effectivement, il y a eu 0-0. Mais oui, évidemment. Heureusement qu'il est là, Valentin. Mais c'est vrai que c'est difficulté à l'extérieur parce que même le match à Angers, le 0-0, s'il était mérité peut-être au vu de la prestation des deux équipes, on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup d'occasions. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas comment on explique ça. Je sais qu'à la Beaujoire, on peut compter sur le soutien des supporters et je pense que ça fait beaucoup de bien mentalement et ça nous donne un petit peu des ailes. Mais c'est clair qu'il faut remédier à ce bilan qui est plutôt négatif. 12 matchs sans victoire à l'extérieur, non, il faut y mettre fin dès la prochaine journée. Allez, on va écouter le coach Michel Derzakarian qui, comme à son habitude, ne mâche pas ses mots quand son équipe ne marche pas. Écoutez-le. Mais quand tu perds, c'est un coup d'arrêt, bien sûr. Mais le contenu, il est mauvais aujourd'hui. On a été inexistant. Je ne sais même pas si on a frappé une fois le cadre. Il n'a pas un arrêt à faire. On a été pauvres dans tous les domaines. Ouais, ils ont été plus forts que nous dans tous les domaines. Ils nous ont bouffés. Ils nous ont bouffés. Après, Michel Derzakarian, j'aimerais bien que parfois il nous explique un petit peu plus en quoi l'équipe a été bouffée, qu'est-ce qui n'a pas été dans la défense, dans le milieu de terrain, dans l'attaque. C'est compliqué d'avoir des réponses justement à ce non-match, Valentin. C'est compliqué, oui. Après, vous me parlez du coach là ou Et de par l'équipe, rapport et comment on peut inverser la tendance sur un match comme ça. Alors, on a vu, il a fait 2 changements, ce qui est très rare, à la mi-temps. Vous en avez fait les frais. Adrien aussi, ouais. Thomasson en a également fait les frais. Ça a été un gros coup de gueule dans le vestiaire à la mi-temps. Ça a été un gros coup de gueule, oui. Il avait raison de gueuler. Il fallait changer quelque chose. Il a pris la décision de changer le milieu de terrain, de changer de dispositif. On peut jamais remettre en question les choix du coach. C'est lui qui décide. Nous, on est les joueurs. Après, on n'a pas fait non plus ce qu'il fallait pour rester incontestablement sur le terrain. Donc voilà, mais maintenant, à nous de discuter entre nous, d'essayer de trouver des solutions. On va aussi voir à la vidéo ce qui n'allait pas du tout pour essayer de modifier ça dès le prochain match. Zoubrouin qui nous demande justement pourquoi les latéraux ne franchissent-ils pas la ligne médiane cette année? C'est une consigne de Michel Derzakarian ou une prise d'initiative? Alors Fred, je le vois hocher la tête là. Oui, enfin je sais pas comment Lenjani aurait marqué s'il n'avait pas franchi la ligne médiane, mais et puis Dubois aussi, on l'a vu quand même contre Reims souvent faire des bonnes actions offensives. Donc je trouve que le tweet est un petit peu excessif, mais bon, c'est Twitter. Twitter est excessif. Voilà, par nature. Non, après à Bordeaux, quand on n'a pas la balle, je vois pas ce que les latéraux iraient faire dans le milieu de terrain adverse. Le problème, c'est la conquête du ballon. Mais c'est vrai qu'on sait que Nantes joue et mise beaucoup sur la mentalité, sur l'agressivité, l'état d'esprit. Quand il n'est pas là, effectivement, malheureusement, il y a plus grand-chose d'autre pour prendre la place. Et ça, c'est dommage. Mais bon, voilà. Encore une fois, moi, je pense que c'est un accident, c'est des choses qui arrivent. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. On verra, il y a encore 34 journées. Il y a encore effectivement beaucoup de temps. Paulinho 92 qui nous dit une fébrilité inquiétante à l'extérieur qui se poursuit. Il ne faudra pas gaspiller de points à la Beaujoire cette année. En tout cas, on verra le prochain match du côté de la Beaujoire. Et puis Tony 44 800 qui nous dit Nantes joue trop défensif et quand on regarde les autres équipes, ça court beaucoup plus. Pourquoi ? J'ai plutôt le sentiment que ça cavale pas mal dans le milieu de terrain, là, notamment avec Adriane et consorts. On joue dans un dispositif où, lorsqu'on n'a pas le ballon, on doit courir. On va mettre de côté le match de Bordeaux, où, comme j'ai dit, on a manqué d'agressivité. Mais c'est vrai qu'avec ce dispositif-là, habituellement, on a beaucoup de courses à faire, parce qu'en losange, on doit rester intérieur et sortir sur le latéral
Donc voilà, moi je parle du milieu de terrain, il y a beaucoup de courses à faire. Je pense que le tweet est un petit peu excessif comme celui de tout à l'heure. Un petit peu excessif. Alex, un petit mot justement sur la débauche d'énergie de cette équipe nantaise, sur sa combativité. Alors effectivement, peut-être mettons le match de Bordeaux à part, mais depuis le début de la saison, est-ce qu'il y a eu du mieux dans le jeu ou est-ce qu'il en faut encore davantage? Effectivement, à l'exception du match de Bordeaux, on a vu quand même quelques belles choses sur le match de Reims. Notamment le but, on voit qu'il part de la droite et il arrive totalement à gauche sur la fin de l'action, avec un enchaînement de passes, des courses, des placements qui sont plutôt pas mal. Après, ces phases de jeu, ça reste assez rare pour le moment. Je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a pas mal de renouvellement dans l'effectif. Il faut que tout ça se mette en place. Mais c'est vrai qu'on a envie de mieux dans cette équipe. Allez, c'est pas le cas pour le moment. Et c'est pas le cas pour le moment. On va envoyer quelques tweets un peu plus positifs. Sauf celui-là, celui d'Ibanero, qui va nous confirmer, parce que c'est vrai que du côté de l'extérieur, c'est pas ça. Le FC Nantes n'a plus gagné à l'extérieur depuis Lorient en décembre 2014. Décembre 2014. Et on peut lui faire confiance à Ibanero. Il n'a plus marqué à l'extérieur depuis Bordeaux. C'était au mois d'avril dernier, au mois d'avril 2015. C'est vrai que cette lacune-là, il va falloir aussi peut-être penser à changer un petit peu tout ça. Il y a d'autres tweets qui sont beaucoup plus positifs. Ludo R23, laissons du temps à cette équipe. Niveau comptable, c'est correct. Regardez le classement ensemble, on va pouvoir le voir. Le FC Nantes qui est 8e avec, vous allez le voir, 7 points au compteur. J'espère qu'on va pouvoir, voilà, on va l'avoir également ici. 8e avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, une défaite. Rien d'alarmant, loin de là. Même si, attention, la période qui va venir aussi va amener des adversaires un peu plus hauts, un peu plus costauds. Valentin, entre vous, justement, vous en discutez déjà avec vos nouveaux coéquipiers de cette période qui va arriver, ou est-ce que jouer Saint-Etienne, jouer Bordeaux, jouer Paris, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose, mais on en a discuté au début de la saison. On savait qu'il était important de prendre des points, le maximum de points durant ces 4 premiers matchs. Ces 3 premiers matchs surtout. Oui, avant le match de Bordeaux. Avant le match de Bordeaux. Maintenant, on sait qu'on a une série de matchs compliqués, mais voilà, comme je dis, je sais qu'on a de la qualité dans le groupe et je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant sur cette série de matchs. Et on va espérer évidemment que ça commence dès le match face au Stade Rennais dans ce derby qui va sentir évidemment le feu. Allez, on va revenir sur ce qui s'est passé du côté de Bordeaux, puisque la préfecture de la Gironde, comme ses prédécesseurs, je vais y arriver, c'est ça, notamment à Saint-Etienne, interdiction de déplacement, interdiction de se présenter devant le stade avec des maillots du FC Nantes, des écharpes du FC Nantes. Comment on vit ça depuis ces mois-là, ces interdictions de déplacement pour les supporters? Tout simplement, lorsqu'on y va, ça devient un véritable calvaire. On est fouillé 2-3 fois par des CRS. À Saint-Etienne, j'ai souvenir qu'on a attendu dans le bus pendant plus d'1 heure en plein soleil avant qu'on nous donne l'accès à la tribune visiteur. C'est vraiment des conditions qui sont à la limite humaine, parce que certains n'avaient même pas le droit d'aller aux toilettes en sortant du bus. Et tout simplement, ça nous donne vraiment plus envie d'aller en déplacement, parce qu'on n'a pas le droit de faire notre job de supporter, et voilà, tout simplement de citoyen, pouvoir se balader dans une ville en France. On n'est pas à l'étranger. Et voilà. Vous payez les pots cassés. Match à haut risque, Bordeaux-Nantes, Fred? Ça a été classé comme ça? Oui, mais bon, de toute façon, les arrêtés relatifs aux supporters, en général, c'est des copier-coller des arrêtés précédents, et on ne prend même pas la peine de justifier. On invoque des incidents les années précédentes sans même avoir à justifier exactement de quoi on parle. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une espèce d'hystérie qui s'est développée en France autour des mouvements de supporters, qui est assez incompréhensible, parce que, encore une fois, ces dernières années, on ne peut pas dire que ça a été marqué par des affrontements extrêmement graves et des incidents très graves. Donc voilà, on perd toute une part de ce qui fait le sel et le folklore du football, qui est la passion populaire. Mais bon, ça va avec une certaine tendance aussi dans les instances dirigeantes à vouloir aseptiser le football et en faire un truc entre personnes bien propres sur elles, quoi. Donc, des stades de vip, d'ailleurs, c'est Soubrouin qui dit, j'ai un nom pour le nouveau stade, le stade cathédrale, il y a autant d'ambiance que lors d'une messe. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ambiance du tout là-bas? Moi, je trouve que leur COP faisait du bruit. Après, je vais me faire taper sur les doigts si je dis qu'il fait plus de bruit que la Loire. Non, loin de là, mais je trouve qu'on entendait quand même leurs supporters. Bon, allez, on va évidemment regarder ces images, parce qu'il n'y avait pas de supporters du FC Nantes, mais il y avait quand même eu des incidents
dans le stade de Bordeaux. Des fumigènes qui ont coupé un petit peu le match, puisque vous voyez, dès la 12e minute, là, il y a un peu de fumée, un peu de... c'était tout simplement des fumigènes qui étaient dans le stade. Oui, mais alors, ça typiquement, c'est le genre d'incident, excusez-moi, mais un peu gratuit, qui donne du grain à moudre aux instances dirigeantes pour se montrer dur. Et je ne vois pas en quoi ça sert le mouvement de faire ce genre de choses. Voilà. Là, en l'occurrence, même si c'est un mouvement de supporters, ça n'était pas le FC Nantes. Donc, je pense que tout le monde est mis un peu dans le même panier. Je ne pense pas qu'il y ait une hystérie anti-Nantes particulièrement. Le problème, c'est que Nantes a des supporters très actifs, donc ils sont évidemment plus souvent victimes que les supporters de Reims ou de Troyes. Mais avec tout le respect que j'ai pour ces équipes et leurs supporters, mais je veux dire, c'est vraiment un rapport entre les instances dirigeantes et le monde des supporters. Et je crois qu'effectivement, ce genre de micro-incident, encore une fois, c'est pas grave. Et voilà, ils vont dire, vous voyez, on ne peut pas faire confiance en ces gens-là. Ils savent très bien que c'est interdit, ils le font. Et les fumigènes, qu'on le veuille ou non, c'est quand même dangereux. Donc, Réaction, Alex ? Non, c'est vrai que c'est beaucoup de petits incidents comme ça qui s'accumulent et qui servent effectivement de grain à moudre pour les autorités et qui servent aussi également à prétexter un non-dialogue avec les associations de supporters. Alors que si effectivement il y avait un petit peu plus de dialogue déjà avec la puissance publique, donc le ministère de l'Intérieur et la Ligue, notamment pour anticiper le déplacement. Là, je rappelle que le FC Nantes avait demandé une réunion avec toutes ces instances afin de pouvoir bien préparer le déplacement à Nantes. À Bordeaux à Bordeaux, excusez-moi. Ouais. Et c'était fait, ça a été officialisé 4 jours ou 3 jours avant le match. Voilà, ça a été officialisé 3 jours avant, soi-disant parce que le préfet était en vacances, sachant qu'il y a toujours un directeur de cabinet ou une personne en charge. C'est surtout fait pour pas que ça puisse être contesté devant une juridiction administrative. Et c'est vrai que ce genre d'événement, ce genre d'arrêté produit par les préfectures se multiplie et ça devient vraiment gênant pour les supporters. Oui, problématique. Et c'est vrai que du coup, l'ambiance dans les stades en pâtit, bien évidemment. Ça, on le comprend. D'ailleurs, on va regarder cette photo née d'un tweet de Philippe Corboud de Presse Océan qui nous montre le fils de José Arribas, qui s'appelle d'ailleurs José Arribas et qu'on salue au passage, qui était à Bordeaux, qui est arrivé avec son maillot du FC Nantes et qui a été obligé de l'enlever devant les forces de l'ordre, puisqu'on lui a intimé l'ordre d'enlever son maillot du FC Nantes s'il voulait pénétrer dans l'enceinte des Girondins de Bordeaux. Il a posté évidemment cette photo sur Twitter et vous pouvez regarder sur Presse Océan un article sur José Arribas et toutes ses aventures, ou ses mésaventures plutôt, du côté des Girondins de Bordeaux. On va regarder ensemble ce qui s'est passé depuis le début de cette saison, un petit résumé en images avec les buts, les 2 victoires du FC Nantes de ce début de saison, le match nul également du côté d'Angers. On peut envoyer les images, on va en parler ensemble avec cette première journée. Ce centre d'Odel, c'était en toute fin de match face à Guingamp et le but contre son camp de Jérémy Sorbon. Ça partait bien, Valentin. Oui, ça partait bien. On voit que Bédo est derrière sur l'action. Donc je pense que si Sorbon ne fait pas cette erreur-là, il peut la mettre au fond après. Et là, c'est le derby, le premier derby de cette saison à Angers. 0-0, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça a été assez tendu, non pas au niveau de la violence sur le terrain, bien au contraire, mais au niveau des actions entre les deux formations, 0-0. Et puis là, ce superbe enchaînement, l'arrivée, on l'a dit, de Lenjani, qui ne se pose pas de questions, qui frappe et qui marque le seul but de la rencontre avec ce petit salto qui a rendu fou de jalousie un certain Yacine Bamou, qui lui aussi est un adepte de ce genre d'acrobatie. La victoire, donc, face à Reims. On va évidemment le voir, on ne va pas revoir les 2 buts de Bordeaux. On vient de les montrer et puis on ne va pas se faire un harakiri non plus. Donc, vous voyez les 7 points pris par le FC Nantes depuis le début de ce championnat. On va terminer cette première émission Canary Play de la saison avec quelques tweets et quelques questions pour Valentin Rongier, notre invité, bien évidemment. Patrice, c'est P2M44 qui nous dit « Muscle ton jeu », disait Aimé Jacquet. « Ne crains-tu pas que le milieu du FC Nantes, pas toi spécialement, mais trop frêle, physiquement, soit un handicap ?» Un handicap, je ne pense pas. Si on est peut-être un petit peu plus technique que physique, ça c'est sûr. Mais maintenant, à nous de travailler pour répondre présent là où on nous attend, c'est-à-dire physiquement, et conserver cette qualité dans le jeu de passe qui peut créer des décalages et faire des différences. Et peut-être que d'autres milieux de terrain n'ont pas. Et Nico Radioson qui nous dit « Valentin, vu ton rôle de plus en plus important sur le terrain, finalement, le départ de Jordan Verretou est-il le départ une bonne chose pour toi ?»
Oui, forcément, c'est une bonne chose pour moi. On sait que Jordan a un statut, c'est un international, c'est un très bon joueur, donc il aurait incontestablement joué cette saison, sauf en cas de blessure, bien sûr. Mais c'est vrai que son départ va me permettre d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. Et maintenant, à moi de montrer au coach que je suis capable de le remplacer sans être prétentieux. Alors justement, dans ce système en losange, est-ce que là, tu te sens à ta vraie place ? Est-ce que toi, tu te sens bien à cette place-là, en tout cas ? Oui, je me sens bien à cette place-là. Après, moi, je sais que j'aimerais bien combiner encore plus, trouver un petit peu plus de jeu. Et pour ça, il faudrait qu'on ait plus le ballon. Donc, à nous de trouver les solutions et parler entre nous, de mieux récupérer le ballon ensemble pour pouvoir mieux l'utiliser après. Bon, et puis une dernière plutôt ironique, elle est signée bien évidemment de Forum Facessi. Bonjour Maestro Pepito 44, est-il vrai que Rémi Gomis galère pour trouver des chaussures avec ses pieds carrés ? Je ne peux pas répondre à cette question. Il ne peut pas répondre à cette Rémi question. a une qualité technique aussi. Oui, bah évidemment que Rémi Gomis est technique, vous voyez en Forum Facessi. Allez, on va évidemment, mais quand vous avez écouté Valentin Rongier, quand il a parlé notamment d'avoir le ballon pour davantage déployer de jeu, c'est vrai que peut-être que depuis le début de cette saison, c'est le fait de ne pas avoir vraiment le ballon dans les pieds qui fait que le FC Nantes a des problèmes à produire du jeu. C'est en tout cas ce que tu penses, Fred ? Oui, oui, ça c'est sûr. Le nouveau système avec un milieu en losange favorise de toute façon la technique sur le physique aussi et les enchaînements. Donc il y a un lien de cause à effet direct. Maintenant, il faut trouver des solutions effectivement au niveau du pressing, pour récupérer les ballons plus vite aussi. Bon, ça se travaille, ça viendra sur la saison, mais de toute façon, c'est une évidence de le dire. Sans ballon, on ne peut pas jouer. Alors on attend que le FC Nantes ait le ballon et on finit sur une superbe note parce qu'il y a plein de tweets qui arrivent en même temps. Je vais finir avec Tudobem qui nous dit « Valentin, as-tu le souvenir du mondial de la Saint-Pierre en 2008 ?» J'étais blessé. Mon équipe, ma génération l'a remporté, mais moi malheureusement je m'étais blessé à la cheville une semaine et demie avant, donc j'ai pas eu l'occasion de remporter ce tournoi. Et on salue évidemment tous les dirigeants du mondial de la Saint-Pierre. Alex, merci beaucoup. Merci. Bonne saison avec le FC Nantes. Continuez de supporter les Canaries comme vous le faites. Fred, un petit peu de repos cette semaine avant de réattaquer la semaine prochaine, non ? J'aimerais, mais non. Bon, il y a travail international. Oui, mais je vais au Trophée des Champions, je ne fais pas que le football. Ah, d'accord. Il y a qu'un petit peu de handball à venir, Trophée des Champions, 4 et 5 septembre du côté de la nouvelle salle de la Trocardière. Valentin Rongier, un grand merci. Merci beaucoup, Anthony. Merci d'être venu. Bonne saison avec le FC Nantes. Merci. Bonne reprise demain pour l'entraînement. Et puis, vous savez, vous pouvez revoir cette émission en replay d'ici quelques minutes sur notre site internet France 3 Pays de la Loire. Prochaine émission mardi prochain. Vous avez noté le nouveau rendez-vous mardi 15h30 avec les hashtags Canary Play, avec les hashtags FC Nantes. Pas de match, si ce n'est le match Nantes-Brest en amical vendredi. Mais en tout cas, on se retrouve dès mardi prochain, 15h30, pour une nouvelle émission de Canary Play. Excellent après-midi. Bye bye. Il y en avait, mais à gogo. Putain, la vache, c'est défilé.